Bon alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir pour la première soirée des débats des arts. Le but, c'est vraiment d'essayer de sortir du cercle ingénieur qu'on a ici aux Arts et Métiers. Ça va être de sortir autant que possible du management, des cours de politique, etc., et s'ouvrir à d'autres sujets, de s'ouvrir à l'histoire, à l'économie, à la politique de temps en temps. Et ce soir, on voudrait vous ouvrir à la transition énergétique. Et pour ça, on a la chance d'avoir parmi nous deux experts, Sylvie Joussaume, qui est directrice de recherche au CNRS, et monsieur Sylvain Remeau, qui est Innovation Manager à Vinci Énergie. Donc ce débat des arts, premier du nom, est co-organisé entre l'AIA, que je représente ici, donc les apprentis, et l'UE, représenté par Antoine. On est très content de vous accueillir, on espère très prochainement vous réaccueillir dans le Grand Amphi des Arts pour une nouvelle conférence. Alors Sylvain Remeau va vous présenter très succinctement ainsi que Sylvie. Vous êtes ingénieur généraliste en génie électrique, électronique, réseau et informatique. Vous êtes diplômé depuis 2003, donc un diplôme d'ingénieur de l'ESEO d'Angers. Pour retracer un peu les points marquants de votre carrière, vous avez fait toute votre carrière chez CGL, donc une branche de Vinci Énergie. Vous avez commencé en tant qu'ingénieur d'études, conception, réalisation de systèmes de contrôle-commande, notamment pour la gestion des équipements de tunnels, donc de 2003 à 2006. Vous êtes ensuite passé sur un poste d'ingénieur responsable d'affaires pour les projets électricité, instrumentation, contrôle-commande, sur plutôt des process pharma, agroalimentaire ou chimie, de 2007 à 2010. Ensuite, vous êtes passé sur un poste de chef d'entreprise au sein d'Actelium, qui est aussi une filiale du groupe Vinci Énergie, jusqu'en 2014. Et aujourd'hui, vous êtes responsable d'innovation chez Actelium depuis 2015. Et Sylvie Joussaume, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes climatologue. Alors climatologue c'est vaste parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont retrouvés sous ce terme. Et donc vous êtes spécialisé dans l'étude des mécanismes de changement climatique passé. Donc vous nous en parlerez un peu plus par la suite. Donc vous avez travaillé au sein de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dans le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes membre du GIEC depuis 2001. Donc pareil, on va vous en demander un peu plus sur ce sujet qui est particulièrement intéressant et médiatique en ce moment. Et donc, vous avez été directrice scientifique de l'Institut national des sciences de l'univers, et vous êtes à présent, vous dirigez actuellement un consortium d'une quinzaine de laboratoires en Île-de-France, qui s'appelle le GIS. Donc, merci de votre présence. Et donc, la première question qu'on veut vous poser, c'est au moment où médiatiquement l'écologie et la COP21 est vraiment à l'ordre du jour, est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus sur la COP21, sur qu'est-ce que c'est et voilà, qu'est-ce qui va en ressortir? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc la COP21, déjà ça veut dire COP, ça veut dire Conférence des parties. Alors c'est une réunion annuelle des gouvernements, puisque ça relève des Nations Unies, ça relève d'une convention cadre qui a été décidée en 1992 et depuis 1995, ils se réunissent tous les ans, d'où la COP numéro 21. Il y a une COP précédente dont vous avez dû pas mal entendre parler, c'est celle de Copenhague en 2009. Il y avait énormément d'espoir à Copenhague et ça a été vécu plutôt comme une déception, même si en fait déjà à Copenhague, il y a quand même eu un accord sur le fait de limiter le réchauffement à 2 degrés avec l'idée de ne pas dépasser ce seuil pour éviter d'avoir des risques plus importants. Mais on n'a pas réussi à l'époque à avoir une négociation sur des mesures pour réduire les émissions qui sont le seul moyen de stabiliser l'évolution du climat, sinon le climat va continuer à se réchauffer. Mais là je pense qu'on va en reparler un peu après. Donc l'enjeu de cette COP21, c'est d'arriver à prendre des mesures, à décider d'un commun accord, mais avec 195 pays, donc c'est pas simple, des intérêts qui sont différents évidemment d'un pays à un autre, d'arriver à prendre des mesures pour réduire ces émissions, limiter le réchauffement avec ce fameux 2 degrés dont je pense qu'on va vous parler un peu plus tard. Donc c'est un très gros espoir, ça a été préparé par les COP précédentes, donc on n'arrive pas comme ça tout d'un coup. C'est ambitieux,
bon, on espère qu'on arrivera à prendre des décisions qui permettront de réduire et limiter ce changement. Alors on a beaucoup parlé de Copenhague et surtout aussi de Kyoto auparavant. Est-ce que vous pensez que les engagements qui seront votés lors de cette COP, ou on en parle déjà maintenant, est-ce qu'ils sont assez ambitieux selon vous? Alors, il y a eu un premier accord qui s'appelle le protocole de Kyoto, signé en 1997, alors qui ne concernait que les pays développés, ça ne concernait pas tous les pays, et il a été ratifié par 55 pays, mais pas entre autres les États-Unis, et pas les pays émergents, qui n'en faisaient pas partie, et c'était d'ailleurs les États-Unis, comme la Chine n'en faisait pas partie, ils ne voulaient pas signer, enfin bon, il y avait un ensemble, il fallait que tout le monde, on embarque plus largement les pays concernés. Donc à l'époque, Kyoto, c'était de réduire de 5, c'était en 97, c'était de réduire de 5% les émissions, le niveau d'émission par rapport à une référence prise en 1990, d'atteindre ces moins 5% en 2010-2012. En fait, je crois que les chiffres, c'est qu'en fait en 2011, on est à plus 54% par rapport au niveau de 1990. Donc c'est pour vous montrer l'écart entre l'objectif et la réalisation. Et donc là, c'est de revenir, mais cette fois-ci avec une plus large base, et en particulier les pays émergents qui deviennent très importants dans les émissions. La Chine émet autant que l'ensemble des pays de l'OCDE, donc il faut pouvoir commencer à prendre en compte les pays émergents, et avec l'espoir de pouvoir arriver à un accord et à limiter. Si on veut limiter à 2 degrés, en fait, il faut réduire entre 40 et 70% le niveau d'émissions en 2050 par rapport à 2010. Alors après, vous avez, à chaque fois, ça va être assez compliqué parce que il faut savoir à quelle échéance on regarde et par rapport à quelle référence. Et ça, il y en a qui c'est 1990, d'autres 2010. C'est-à-dire que par rapport à maintenant, c'est réduire de 40 à 70% les émissions à l'échelle de la planète. C'est énorme, c'est très, très ambitieux. Bon, il faut espérer qu'on va arriver à aller vers ce chemin-là. Merci beaucoup. Alors du coup, Sylvain Remaud, vous représentez un peu les... Enfin, c'est pas un peu, si vous représentez les industriels et l'industrie ici. C'est une grande mission, mais alors du coup, des COP, il y en a déjà eu avant dans ce type de négociations. Le but, c'est qu'il en découle voilà, qu'il y ait un impact qui soit fait sur la société et sur les entreprises en particulier. Quel impact ça peut avoir sur les industriels? Bonsoir à tous. Au niveau des industries, les COP en fait ont essentiellement un impact potentiellement réglementaire. Donc en gros l'évolution des normes qui de cette là va limiter les rejets en CO2, enfin tout ce qui va être l'émanation vis-à-vis de l'environnement. Ça peut être lié à l'impact énergétique, donc les consommations et potentiellement le gaspillage énergétique. Donc c'est l'un des rouages qui peut être mis en œuvre à l'issue des COP si les gouvernements se mettent d'accord. Parce que l'un des enjeux en fait capital, et on y reviendra dans le reste de cette soirée, c'est pour que ce soit efficace, il faut que tout le monde joue le même jeu. Un industriel, il vit dans un monde concurrentiel, et comme toute règle du jeu, si elle n'est pas appliquée à tous de la même manière, ça crée des favoritismes, des avantages et des inconvénients. Et donc ce qui est capital, et par rapport à ce que disait Sylvie tout à l'heure, c'est extrêmement important, notamment sur les COP passés, le fait que tous les pays, et notamment les pays fortement industrialisés, ratifient les accords. S'il y en a un ou deux, et notamment dans les majors, qui n'œuvrent pas dans ce sens-là, ça risque de désavantager les pays qui signeraient, donc les industriels qui produisent dans ces pays-là, de ce pays-là. D'où l'importance en fait vraiment de réflexion mondiale, et pas juste un pays, si le voisin d'à côté ne fait pas pareil, il ne fait pas pareil. Alors, bien évidemment, les COP se basent sur des rapports écrits par des scientifiques, notamment des groupements de scientifiques
dont le GIEC est le groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement du GIEC auquel vous avez participé, Sylvie? Donc c'est ce fameux GIEC qui a écrit un rapport et donc la COP se base en grande partie sur ce rapport-là. Alors effectivement, le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, vous entendrez aussi des fois IPCC en anglais, Intergovernmental Panel on Climate Change, fait régulièrement le point sur l'état de la connaissance. C'est en fait, ça dépend, ça relève du programme d'environnement des Nations Unies, c'est-à-dire encore, c'est une institution qui relève des Nations Unies. Ça a été créé, ça a commencé, ça a été fait en 1988, donc un peu avant le sommet de la Terre qui a créé cette convention cadre, donc ça a démarré à peu près en même temps, enfin c'est à peu près la même période, avec l'idée de faire un état de la connaissance et sur lesquels effectivement les politiques vont pouvoir s'appuyer. Donc il y a un état des bases physiques de la connaissance du climat, il y a un rapport sur tous les impacts et comment on peut s'adapter à ces changements, et il y a un troisième rapport qui lui est sur les politiques d'atténuation. Alors ces rapports sont produits à peu près tous les 5-6 ans, avec une particularité, c'est qu'il y a un résumé qui est approuvé par les gouvernements. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent très mal compris, parce que du coup, on a l'impression, mais c'est des scientifiques qui travaillent sous commande des gouvernements, etc. Enfin, ça peut être très mal interprété. C'est le politique qui écrit le rapport. Non, en fait, c'est un rapport scientifique, c'est vraiment l'état de la connaissance, mais l'enjeu, c'est qu'en fait, il y ait une adoption par les différents pays des conclusions. Donc si au moins tout le monde est d'accord sur le constat, on a peut-être une chance de commencer à pouvoir discuter d'une négociation. Si par contre on n'est pas d'accord sur le constat, on n'a aucune chance d'arriver après à pouvoir prendre la même mesure. Donc c'est au moins, mettons-nous d'accord sur le constat, quel est l'état de la connaissance, où on en est, les certitudes, les incertitudes, parce qu'il y en a aussi, et petit à petit de pouvoir avoir cette base scientifique sur laquelle avancer. Donc on est au 5e rapport qui est paru en 2013-2014. Et en espérant que ce soit un outil qui aide, ça permet d'avoir une base solide sur laquelle commencer à négocier. Est-ce qu'il existe d'autres groupements de scientifiques sûrement, mais est-ce que ces scientifiques-là produisent des rapports, et est-ce que ces rapports sont lus et sont utilisés par les politiques pour décrire le GIEC, pour se baser sur d'autres faits? Alors, les rapports du GIEC, en fait, s'appuient, alors j'ai plus le chiffre exact comme un expert, mais c'est un grand nombre, il y a un grand nombre d'auteurs, au moins 250 auteurs, ça implique beaucoup plus de gens qui vont faire des commentaires, ça s'appuie sur tous les articles publiés, on ne peut pas écrire quelque chose qui n'a pas été publié avant, donc c'est vraiment souvent la démarche scientifique. Alors il existe un rapport, mais qui n'a pas eu grande presse, fait par des climato-sceptiques qui essaient de faire de l'anti-GIEC, mais bon, je sais pas très, enfin, ils essayent de détruire des arguments, mais comme en fait la base de la connaissance, elle est vraiment, elle conforte tout ce qui arrive. Le GIEC rassemble tout ce qu'on a comme connaissance avec ses certitudes et ses incertitudes, c'est difficile d'aller vraiment, de pouvoir, à part essayer de trouver un rapport non vraiment publié, une publication. Il y en a très très peu qui diraient l'inverse de ce qu'on peut trouver dans le GIEC. Alors du coup, puisqu'on commence à s'intéresser aux organismes dans lesquels vous êtes impliqués, si on vous a invité, c'est vraiment c'est parce que vous travaillez à Actemium, qui est donc une entreprise qui est directement concernée par le sujet dont on est en train de parler, d'autant plus concerné que Vinci Énergie subventionne, sponsorise le GIEC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Vinci Énergie en général, Actemium en particulier, dans quel domaine vous travaillez et de quelle manière vous avez une responsabilité dans la transition énergétique? Alors déjà juste en quelques mots pour présenter notre groupe, donc Vinci, donc il y a quatre grandes divisions, Vinci Construction, la partie route, notamment Rovia, Vinci Énergie, et puis Vinci Concession, avec notamment
les aéroports et les autoroutes. Au sein de Vinci Énergie, parce que Actemium, c'est la marque dédiée au process industriel de Vinci Énergie. Donc au sein de Vinci Énergie, c'est 1500 entreprises réparties sur l'ensemble du globe. Parmi ces 1500 entreprises, il y en a un peu plus de 300 qui intègrent en fait la marque Actemium, donc qui là travaillent exclusivement dans le process industriel et donc pour les industriels. Et c'est un peu plus de 300 entreprises qui sont réparties sur 38 pays dans le monde, dont à peu près une moitié en France, qui est le cœur historique. On travaille donc globalement en conception, réalisation, maintenance des installations industrielles de nos clients, et sachant que nos clients, en fait, ils sont répartis dans tous les domaines de l'industrie, l'agroalimentaire, la pharma, la chimie, le gaz, l'eau, la cosmétique, qu'est-ce que je vous ai oublié, la sidérurgie, les biens d'équipement, bon bref, enfin, imaginez tout ce qui touche à l'industrie, il y a une grande chance qu'une des parties de l'usine ait été ou faite ou maintenue par des équipes Actemium, donc Vinci Énergie. Et de cette là, au niveau par contre des savoir-faire, on intervient en contrôle commande ou système MES, donc, je ne sais pas si ça vous parle, Manufacturing Execution System, qui sont les systèmes de pilotage des usines. On intervient en génie électrique, en génie thermique et en génie mécanique, avec un objectif, et qui va faire la transition par rapport à la question, avec un objectif qui est d'optimiser la production d'un industriel et d'améliorer l'efficacité énergétique de son usine. Donc de ce fait-là, pour répondre à la question de responsabilité vis-à-vis de la transition énergétique, bien évidemment, nos entreprises, donc moi je les représente en étant au sein de la marque Actemium, mais nos 300 entreprises, en fait, œuvrent au quotidien dans cette optique-là, en accompagnant leurs clients industriels sur les sujets énergétiques. Et juste à titre d'exemple, Actemium, par exemple, fait partie d'un ITE, donc un institut pour la transition énergétique qui s'appelle PS2E, Paris Saclay Efficacité Énergétique. Je ne sais pas si dans la salle c'est un ITE qui vous parle, où on collabore avec Total, Air Liquide, EDF, le CEATEC, Paris Mintech, désolé, c'est pas l'ENSAM, mais on est dans une autre plateforme, Factory Lab, avec l'ENSAM, là qui ne touche pas au domaine de l'efficacité énergétique, et qui a en fait 3 grands programmes de recherche. Un sur la flexibilité énergétique, donc de manière générale tout ce qui va toucher au stockage, à la flexibilité de répartition d'énergie chez les industriels, un axe sur la partie efficacité énergétique à proprement parler, donc avec les audits, notamment de nouvelles méthodes d'audit pour aller faire des audits systémiques, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Un aspect aussi sur tout ce qui est valorisation des énergies fatales, parce que l'un des enjeux pour économiser de l'énergie, c'est d'essayer d'utiliser au maximum l'énergie qu'on cherche à utiliser et de ne pas avoir de perte. Et puis le troisième axe qui est la simulation et la gestion des écoparcs industriels. J'aimerais juste revenir un peu plus globalement sur Vinci Énergie qui sponsorise la 21, au même titre que d'autres grandes industries comme Total, comme Schlumberger. Comment se déroule ce sponsoring? C'est-à-dire que vous faites de la pub pour la COP, vous mettez en place des médias, des réseaux télécoms pour relayer l'information. Comment est-ce que ça se concrétise, ce sponsoring? Alors, déjà, ce qui est important, c'est que la collaboration, elle est même au-delà de Vinci Énergie, c'est Vinci Group, c'est la holding carrément, qui est partenaire en fait de la COP, à travers des financements d'opérations dans le cadre de la COP 21, liés à l'organisation en fait, des différentes manifestations et en partenariat en fait, avec les autres sponsors en fait, de cet événement, qui est pour nous en tout cas un événement particulièrement important parce que la partie transition énergétique et sociétale, ayant l'ensemble de nos entreprises pour l'ensemble des groupes Vinci qui travaillent au quotidien globalement dans notre société, alors
que ce soit les routes, les aéroports, dans l'énergie, l'industrie, les bâtiments, les collectivités publiques, on se sent particulièrement impliqué en fait par la thématique. Alors maintenant, plus pour parler des mesures, j'aimerais qu'on parle un peu de votre corps de métier qui est donc l'étude des modifications du climat. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu donc, des simulations climatiques, puisque savoir un peu sur quoi elles se basent, à quel point elles sont fiables, et quelles prévisions on peut faire, donc vous allez me dire sur quelle échelle de temps vous travaillez, mais donc à 10, 50 ou 100 ans. Vous allez essayer de passer si ça marche. Ah oui, il faut qu'on donne. Ça marche. Ça arrive à passer qui présente ce qu'est un modèle de climat. Dans le cadre de l'étude du climat, on peut s'appuyer, d'abord on s'appuie sur des observations, on a besoin d'observer et sur des longues séries de temps, parce que le climat c'est la statistique de la météo, donc on a besoin d'avoir une statistique longue. On va donc beaucoup avoir des mesures dans l'atmosphère, dans l'océan, des études du climat. On a également des études dans les climats du passé, où on va aller par exemple à les forêts, dans les carottes de glace. Je ne sais pas si vous avez vu le film La glace et le ciel, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Qui présente Claude Lormus, qui est vraiment un pionnier dans les recherches en Antarctique, pour étudier les variations du climat et aller, grâce au carottage, aller étudier comment la composition de l'atmosphère a varié dans le passé, simultanément aux variations du climat. Et puis, la troisième approche, c'est à partir de modèles de climat qui sont en fait le moyen pour nous d'expérimenter, parce qu'en fait, on ne peut pas faire une expérience. En fait, si j'exagère, on est en train d'en faire une, on est en train de changer la composition de l'atmosphère et on est en train de faire une expérience grandeur nature. Mais disons, si on veut anticiper et connaître les risques associés, on a besoin d'outils, et ces outils, des outils de modélisation. Si on peut lancer, donc c'est un film qui a fait le... Alors, voilà. Donc, bon, ça part un peu loin parce que ça présente déjà par rapport à son niveau autour du soleil, puisqu'en fait, il va falloir effectivement prendre en compte la principale source d'énergie qui est le soleil. Et puis, on va représenter les systèmes, l'atmosphère, les océans, en divisant dans un certain nombre de boîtes. Et dans chacune de ces boîtes, on va écrire les principes de base de la physique, conservation d'énergie, conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement, et puis représenter bien l'ensemble des éléments, par exemple, représenter les nuages, le cycle de l'eau, l'évaporation, le transport, la fabrication des nuages, la pluie. On va représenter également les échanges avec la surface, la végétation, par exemple, ces échanges d'oxygène et de gaz carbonique. Représenter tout le cycle hydrologique, donc l'eau qui s'évapore, qui arrive sur les continents et qui va pleuvoir en arrivant sur les reliefs, typiquement au-dessus des continents. Prendre en compte les activités humaines, c'est-à-dire que l'avantage d'un modèle, c'est qu'on peut faire des expériences, on peut tester, on peut par exemple voir eh bien, si on injecte telle quantité de gaz carbonique, quelle va être la résultante et l'impact sur le climat. Regardez, dans les océans jouent un rôle important, c'est une inertie importante dans le système. Et les océans vont jouer un rôle de tampon et retardent le changement climatique, mais jouent également un rôle dans le cycle du carbone. Ils absorbent, en fait, dans ce qu'on envoie, la moitié reste dans l'atmosphère, le reste est absorbé sur les continents et dans les océans. Et donc il faut représenter ce cycle du carbone, qui également est un tampon. Donc notre système fait plutôt un tampon actuellement, mais même avec ce tampon, on voit quand même le réchauffement. Et puis on va écrire sous forme d'un code numérique et utiliser un ordinateur, c'est vraiment schématisé, hein, évidemment c'est pas tout à fait exactement comme ça que ça se passe. On va résoudre numériquement en utilisant plutôt les plus gros ordinateurs possibles, dont on va sortir un certain nombre de statistiques pour étudier différentes caractéristiques, comparer aux observations. Donc on va tester ces modèles sur toutes les observations dont on dispose, les tester sur le climat récent, sur le climat du dernier siècle, sur les climats passés. Moi j'ai par exemple
travaillé sur la représentation, la capacité de ces climats à simuler le climat d'il y a 20 000 ans. C'était la dernière grande glaciation, mais c'était aussi la dernière fois qu'on a eu un changement important. Il faisait à peu près 4 degrés de moins. 4 degrés, c'est ce qu'on prévoit en plus à la fin de ce siècle. Donc, pour atteindre des changements importants, il faut aller voir assez loin dans le passé. Et donc, on va pouvoir, c'est à partir de ces résultats, sont beaucoup étudiés. Celle-là, à gauche, c'est le climat actuel, à droite, le climat futur au cours du XXIe siècle, qui vous montre que le climat va se réchauffer chaud devant. Les changements de la végétation peuvent représenter les changements de la végétation et leur interaction avec l'hydrologie, avec l'énergie. Donc voilà, il va s'arrêter tout seul. Donc ces modèles, alors évidemment, ce sont quand même que des modèles. Donc qui dit modèle dit quand même un outil qui n'est pas nécessairement parfait. Hein. C'est une approximation de notre monde. On les complexifie de plus en plus. On prend de plus en plus compte de phénomènes. Mais on peut très bien oublier les phénomènes, d'où l'importance de les tester à des climats différents. Et ce sont les outils les plus fiables que l'on a. En fait, à la base, ces modèles ne sont pas très différents des modèles de prévision du temps. Mais dans la prévision du temps, on s'attache à pouvoir voir à partir d'un état initial comment l'état de l'atmosphère va évoluer dans les jours qui suivent, la semaine qui suit, pour avoir vraiment, et là on veut savoir exactement le temps qu'il va faire à tel moment, à tel endroit. Ça c'est extrêmement exigeant. Dans le cas du climat, on va faire des simulations qui sont plus longues, on peut simuler plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles. Mais on va s'intéresser à la statistique du temps. On ne va pas vouloir reproduire exactement le chemin qu'on va suivre, mais pouvoir voir comment le système se met en équilibre avec les conditions, par exemple, de gaz à effet de serre, ou si jamais la constante solaire est changée, comment le système réagit, s'il y a plus d'éruptions volcaniques, comment le système réagit. Voilà, on va pouvoir étudier les mécanismes. Donc aujourd'hui, les modèles sont assez fiables. Alors les modèles sont relativement fiables, après c'est jamais parfait à 100%, mais par exemple on est capable, avec ces modèles, de simuler l'évolution observée du dernier siècle historique. C'est d'ailleurs par ces modèles, en confrontant ces modèles et les observations, que le GIEC a pu conclure qu'il est extrêmement probable que la majeure partie du réchauffement qu'on observe est due aux activités humaines. Parce qu'en fait, dans le réchauffement qu'on observe, il y a une part naturelle, il y a une part liée aux activités humaines, et pour détricoter la part de l'un, la part de l'autre, eh ben, il faut utiliser ces modèles pour arriver à comprendre les mécanismes sous-jacents, et on arrive à expliquer et à reproduire le réchauffement observé, à avoir les mêmes caractéristiques que celles qui sont observées, et c'est ce qui permet d'arriver à cette conclusion que le réchauffement est en partie lié aux activités humaines. Ce qui n'était pas le cas quand le GIEC a commencé. Quand on a commencé en 90, on disait qu'on ne pouvait pas dire, on ne savait pas si le réchauffement était observé était lié aux activités humaines. En 95, on a dit, on détecte une influence des activités humaines. En 2001, on a dit, il est probable que ce réchauffement est lié aux activités humaines. En 2007, on a dit, il est très probable. En 2013, on a dit, il est extrêmement probable. Donc maintenant, on veut dire, à chaque fois, au fur et à mesure que le temps avance, bien en fait, ce qu'on prévoit arrive et le réchauffement est de plus en plus marqué et présent. Et les prévisions de ces modèles qui ont commencé dans les années même 70, c'est bien sûr. Mais alors du coup, comme c'est lié aux activités humaines, je suppose que tout va dépendre un peu des mesures qui vont être prises pour modérer ou non l'émission de gaz à effet de serre. Mais donc du coup, même en prenant en compte ces variabilités-là, qu'est-ce qu'on peut prévoir par rapport à l'évolution du climat sur les 100 prochaines années par exemple? Alors en fait, il faut que je donne quand même un ou deux chiffres. Donc je rapproche le chiffre. Donc le climat s'est déjà réchauffé. Si on regarde par rapport à 1880 et maintenant, 2012, il s'est à peu près réchauffé de 0,8 degrés. En fait, si vraiment on regarde par rapport à la fin du 19e et la fin du 20e, souvent on utilise 0,6 degrés, ça dépend sur quelle période exactement on prend. Donc par rapport, disons, ce 0,6 degrés, on peut faire on regarde des scénarios, différents scénarios pour le futur. Alors un scénario
disons, optimiste, qui est de se dire, disons, un scénario qu'on aimerait être celui de la COP 21, essayons de limiter à 2 degrés le réchauffement. Donc pour ça, on prend un scénario avec une forte réduction des émissions et on regarde comment serait la planète avec un scénario à 2 degrés. En fait, les modèles utilisent entre 0,3 degrés et 1,7 degrés, donc à peu près autour d'1 degré supplémentaire par rapport à maintenant. Donc 0,6 plus 1 degré, donc on serait autour de 1,6, très fortement, très probablement en dessous de ce 2 degrés. Et puis, si par contre on ne fait rien, on part vers des scénarios beaucoup plus élevés d'émissions, qui atteignent des concentrations de gaz à effet de serre plus élevées, hein, et donc on arriverait plutôt à, on serait plutôt autour de, on est plutôt autour de 4 degrés de plus, entre 2,6 et 4,8 degrés de plus. Si on a ce scénario autour de 4 degrés de plus, hein, je vous ai dit 4 degrés. En fait, ça s'est déjà passé dans la nature, mais ça s'est passé en plusieurs milliers d'années, à la fin de la dernière grande glaciation, entre 15 000, il y a 15 000 ans et 10 000 ans. Le climat s'est réchauffé à peu près de 4 degrés en plusieurs milliers d'années, 5 000 ans. Nous, on est en train de faire l'expérience de le réchauffer en un siècle. Donc il y a vraiment une question de rapidité des changements. C'est un changement à l'échelle naturelle qui est très grand et très rapide, si effectivement on n'arrive pas à réduire, avec la conséquence, on reviendra après sur ce point. Donc cette ampleur de 4 degrés, en fait, ce serait une vraie sévérité, parce que plus le réchauffement est marqué, plus il a des conséquences fortes. Alors, c'est pas seulement la température, hein, c'est des vagues de chaleur. Bon, typiquement, si je vous donne l'exemple de la canicule de 2003, j'imagine que ça vous parle quand même pas mal. Vous étiez dans le berceau en 2003. Donc, si vous êtes jeune, vous avez quand même dû ressentir un peu cette canicule de 2003. En fait, les scénarios les plus bas, bon, on aura plus souvent des canicules comme celle de 2003, mais ça reste quand même un maximum. Le scénario le plus haut, à 4 degrés de plus, en fait, 2003, ce sera plutôt un été frais. Donc 4 degrés, ça veut dire quand même quelque chose de concrètement, nos villes ne sont pas adaptées, on l'a vu au moment de la canicule. Nos modes de vie n'étaient pas adaptés, nos villes n'étaient pas adaptées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à s'adapter, mais c'est quand même une important. Alors, on parle souvent des réchauffements au niveau de la température. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences, notamment au niveau de la montée du niveau des mers, du pH de l'eau? Quels sont encore les autres impacts? Alors, il y a beaucoup d'impacts. C'est pour ça que souvent, on essaye de. Enfin, moi, je suis une chance là, on va parler de réchauffement climatique, puisque la température reste le premier élément, et quand même, c'est ce qui marque l'évolution globale. Mais on parle aussi souvent de dérèglement climatique ou de changement climatique. C'est parce qu'en fait, ça va toucher également le cycle de l'eau, qui dit climat plus chaud, dit un cycle plus intense. C'est-à-dire, on évapore, on transporte, on précipite de façon plus forte. Donc, c'est des pluies plus extrêmes. Des endroits qui auront plutôt des sécheresses et d'autres plutôt des inondations. Donc c'est plutôt des extrêmes plus marqués. C'est également une montée du niveau des mers. Alors le niveau des mers en fait monte parce qu'il y a deux phénomènes qui se produisent. À la fois la fonte des glaciers, si vous chauffez, les glaciers, en particulier les glaciers de montagne, vont progressivement disparaître. Pas à l'Antarctique et le Groenland. Hein. Si vraiment on maintient fortement pendant une température élevée pendant de nombreux siècles, pendant 1000 ans, on finira par avoir une fonte du Groenland, mais pas demain. Il faut quand même un certain temps. Mais par contre, les glaciers de montagne, eux, il leur faudra beaucoup moins de temps pour fondre. Et puis, l'autre élément, c'est que quand on chauffe les océans, ils gonflent. Donc les océans se réchauffent, on l'observe déjà, on mesure un réchauffement de l'océan, on ne mesure pas que le réchauffement de l'atmosphère. Et quand on les chauffe, ils gonflent. Donc le montée du niveau de la mer, elle a déjà commencé, ça monte à peu près de 20 cm, et on estime entre une vingtaine, 26, si on est vraiment dans le scénario bas et la valeur la plus basse, et ça peut aller jusqu'à 80 cm si on est dans le scénario haut et la valeur plutôt la plus haute, mais avec une grosse incertitude sur ces scénarios. Et surtout,
une montée de la mer qui ne s'arrêtera pas là. C'est pas, quand on donne 2100, on va pas tous s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a une inertie dans le système et ça continuera. Donc ça, c'est un risque important parce que beaucoup de populations vivent dans des deltas de fleuves et donc sont en fait dans des zones susceptibles d'être soumises à la montée du niveau de la mer, avec comme risque, quand vous allez monter du niveau de la mer, c'est que quand il y a une tempête, il y a temporairement le niveau de la mer qui monte, ça c'est un phénomène normal, il y a une basse pression, le niveau de la mer monte, et ça peut faire des débordements, des raz-de-marée, des surcotes. Et bien on aura plus souvent ces débordements liés à l'augmentation du niveau de la mer. Après, il y a des conséquences sur beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où on touche à la température de précipitation, on touche aux écosystèmes, à la production agricole, on touche à la santé, on touche à beaucoup d'éléments de l'économie, et c'est ce qui fait dire que il vaut mieux être des valeurs plutôt basses que les valeurs plutôt basses. Alors justement, pour rester dans ces valeurs plutôt basses, il faut réfléchir à comment consommer moins d'énergie, ou en tout cas économiser et réduire les consommations qu'on fait déjà actuellement. Je suppose que c'est une des thématiques centrales de l'industrie aujourd'hui, surtout dans votre domaine d'activité. Donc comment on fait et quelles sont les technologies qui sont actuellement développées pour faire face à ce défi? Alors c'est sûr que globalement l'évolution des technologies et des énergies, c'est l'un des moyens importants pour essayer de réduire notre empreinte environnementale, enfin empreinte carbone et de manière générale la consommation qu'on fait des ressources naturelles. À titre d'exemple, actuellement on est en train d'étudier un projet de navire zéro émission. Donc en gros zéro émission CO2, donc, où l'idée en l'occurrence c'est d'utiliser des piles à combustible avec une régénération de l'hydrogène grâce aux hydroliennes qu'on pourrait mettre en mer pour régénérer en fait cet hydrogène et que ça serve de carburant pour les navires. D'autres angles d'attaque, et je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on met en place par exemple des ERC, donc des machines à cycle de Rankine, donc qui sont des solutions de valorisation d'énergie fatale. L'idée est de se dire que sur certains process industriels, on a des dégagements de chaleur qui actuellement partent dans la nature. Donc, alors certes, ils ne réchauffent pas, enfin, qui réchauffent la planète, mais quand même pas dans l'ampleur dans laquelle on la voit de manière climatologique. Mais par contre, en tout cas, qui sont une perte d'énergie qui est dommageable, d'où le fait, en fait de réutiliser cette énergie de chaleur pour en refaire de l'énergie, par exemple, électrique, pour la réutilisation et limiter la consommation d'énergie électrique qui est en apport sur les usines. Je vous parlais aussi tout à l'heure, par exemple, de PS2E, et avec lequel on travaille sur une méthodologie d'audit énergétique et exergétique pour prendre vraiment toutes les sources d'énergie possibles, où on est en train de mettre en place un audit systémique qui a pour objectif, et on l'a mis en œuvre avec PS2E et différents clients industriels, qui a pour objectif en fait d'analyser les besoins énergétiques minimales de chacune des phases du process de fabrication. Dans l'agroalimentaire, on prend chacune des étapes de fabrication et on analyse les besoins énergétiques pour réussir à faire une phase de process, que ce soit une phase de cuisson d'un produit, de refroidissement, parce qu'il y a des transformations chimiques dont on a besoin. Et de cette là, en fait, en sommant les énergies minimales dont a besoin le process en chacune de ces étapes, de comparer avec les consommations d'énergie en tête d'usine, que ce soit électricité, vapeur, air comprimé et compagnie, pour de cette là, en fait, analyser les réelles pertes qu'on a entre l'amener de matière énergétique et la consommation en tant que telle dont a besoin le process. Et de cette là, proposer des solutions alternatives pour réutiliser par exemple l'énergie qu'on a à disposition dans l'usine et ne pas en reconsommer davantage. Ce qu'il faut voir, c'est que cette approche-là, couplée à des systèmes de monitoring énergétique, est vraiment en fait une voie intéressante pour les industriels pour détecter des gisements énergétiques intéressants. Et puis aussi, et qui est un point non négligeable, avec l'avancée des technologies, il y a des solutions qui voient le jour et qui sont
qui peuvent déjà être mis en œuvre. Par exemple, une start-up là en France, ECHI, qui a mis au point un principe d'éclairage naturel dans les bâtiments, qui a une logique en fait, de concentration de lumière solaire qu'on fait passer sur une fibre optique. Donc historiquement, la fibre optique qu'on utilise dans les usines ou chez soi, c'est pour faire passer une lumière artificielle, pour faire un passage de signaux. Là, l'idée est vraiment d'utiliser la lumière naturelle qui vient du soleil, de la faire passer dans la fibre optique et de la restituer dans un bâtiment. Donc, ce qui peut ouvrir les voies, de faire un mix lumineux entre la lumière artificielle et la lumière naturelle, pour la bonne et simple raison que la nuit, vous comprenez bien que si on ne fait que la lumière solaire, on va avoir un petit problème d'éclairage. Et donc, il y a des solutions. Les solutions, notamment liées à l'Internet des objets, vous en entendez beaucoup parler, notamment dans les médias. Il y a le thermostat intelligent qui, de ce fait, est capable de modifier la régulation d'une installation ou d'un bâtiment en fonction de l'occupation à venir ou pas des occupants. Il y a la fabrication additive. La fabrication additive aussi est un vrai enjeu industriel sur lequel on œuvre parce qu'il y a la possibilité, vous avez, à mon avis, dans vos cours, ont beaucoup appris l'usinage, qui est une vertu historique de l'industrie et qui a quand même pour vocation de générer des copeaux, donc potentiellement une perte de matière. On peut réutiliser les copeaux, on peut faire beaucoup de choses avec, mais intrinsèquement c'est une perte. Avec la fabrication additive, on additionne de la matière pour en définir des objets sans aucune perte. Donc là aussi, on a des enjeux extrêmement intéressants en s'appuyant sur ces avancées-là pour réussir à limiter en fait notre empreinte environnementale. Juste pour vous terminer sur cette partie, vous avez esquissé, il y a deux questions. C'est déjà, vous avez esquissé tout à l'heure, vous avez parlé brièvement de climato-sceptiques. Est-ce qu'il y a encore des gens, des climatologues, c'est-à-dire des gens dont c'est vraiment le métier, qui nient encore le réchauffement climatique, ou alors maintenant ils prennent des biais, c'est-à-dire qu'ils nient l'influence de l'homme dans le réchauffement climatique? Et autre question que j'aimerais vous poser à tous les deux, j'aimerais qu'on parle brièvement de géo-ingénierie, parce que là on est dans le prévisionnel. La géo-ingénierie, qui est donc le fait d'influer, une fois que le changement climatique s'est déjà fait, sur des méthodes industrielles et technologiques très très lourdes qui toucheraient l'ensemble de la planète. Donc j'aimerais avoir votre avis aussi là-dessus. Donc déjà d'abord sur le fait qu'il y a des climatologues qui nient le changement climatique. Alors attention, les climato-sceptiques ne sont pas nécessairement des climatologues. C'est parce qu'ils s'appellent climato, voilà. En fait, la majeure partie, très peu. En fait, ce sont les climato-sceptiques, la plupart du temps, ne sont pas des climatologues. Alors en France, c'est particulièrement, c'est clair, aucun de ceux qu'on peut entendre qui régulièrement essayent de limiter les faits ne sont pas des climatologues, ils peuvent être dans des domaines proches, enfin, si on peut dire, géologie, parce que par exemple sur des échelles de temps plus grandes, par exemple, mais ne sont pas des climatologues, des mathématiciens, des physiciens, voilà, mais ce ne sont pas des climatologues. Mais alors il y a peut-être un ou deux aux États-Unis qui seraient plus des climatologues, et en fait le point sur lesquels ils disent attention, c'est vrai que c'est pas si facile de bien, on considère que dans les modèles on surestime le changement, voilà. En fait c'est pas si clair que ça, parce que moi l'expérience que j'ai eue à partir des climats du passé, c'est que si on a des défauts, c'est souvent on sous-estime les changements. Donc il est aussi pas impossible qu'on sous-estime ce qui peut se passer dans le futur. Hein. Donc on peut surestimer ou sous-estimer. Alors après, souvent, ils vont essayer soit de dire, bon, il y a bien un changement, mais il n'est pas lié aux activités, effectivement, soit de dire, alors il y a un léger, depuis, on a un petit plateau, c'est-à-dire apparemment, on peut essayer de voir un peu un plateau, c'est-à-dire qu'on a une tendance au réchauffement, mais comme 1998 était une année particulièrement chaude et que la courbe s'est légèrement infléchie, ils disent, vous voyez, vous prédisez un réchauffement,
Si on extrait que ça, effectivement, là, c'est relativement plutôt un peu plus plat, mais c'est très court. Et en fait, il faut voir les choses sur une tendance assez longue. Et il n'est pas du tout, il est très probable qu'après, au contraire, ça reparte. Il y a des fluctuations, il faut voir que le climat va faire des choses comme ça. Et nous, on rajoute une tendance qui est comme ça. Alors que ça passe de temps en temps un plateau, c'est a priori pas vraiment étonnant et pas nécessairement facile à bien prévoir, parce qu'on ne va pas prévoir exactement ce qui va se passer chaque année, hein. C'est statistiquement. Après, ils vont aussi beaucoup aller regarder l'activité du soleil en disant vous avez sous-estimé l'impact du soleil, sauf que on n'arrive pas avec l'impact du soleil à expliquer le réchauffement des années 80-90, puisque le soleil ne colle pas nécessairement. Donc voilà, ils essayent. Alors des fois, le discours n'est pas toujours très clair, parce que ils vont dire le plus important, c'est pas le réchauffement du climat, c'est l'acidification des océans. Ce qui en fait est lié, hein, puisqu'en fait, l'acidification des océans, elle vient du fait que les océans absorbent le gaz carbonique et du coup, ça acidifie l'eau des océans. Voilà, mais on va. Je suis un peu étonnée, pour le moment c'est un peu calme, à mon avis ça va redémarrer, hein, parce que à ce moment on reparle de plus en plus. Bon, ça devient de plus en plus difficile parce que quand même, au fur et à mesure, les éléments sont de plus en plus là. Il faut voir que les premières fois, on a commencé donc à avoir le GIEC en 1990, mais les premières simulations sur le changement climatique, elles datent de 1975. Donc ça fait déjà 40 ans qu'on dit que le climat va se réchauffer et qu'on prévoit que le climat se réchauffe et qu'on observe que le climat se réchauffe. Donc ça devient quand même de plus en plus difficile de dire que c'est pas là. Donc est-ce que vous pensez tous les deux, Simon et Sylvie, que la géo-ingénierie peut résoudre, est une solution face au changement climatique? Donc pour la géo-ingénierie climatique, très justement Antoine, c'est l'ensemble des méthodes industrielles dont le but est de modifier le climat ou l'environnement. Donc c'est plutôt un but curatif plutôt que préventif. Vous pourrez notamment citer quelques exemples de géo-ingénierie. On parle souvent de stockage de CO2. On parle aussi notamment d'envoyer des panneaux transparents dans l'espace afin de mettre un écran contre le soleil, donc de refléter les rayons solaires dans une autre direction plutôt que la Terre. Est-ce que vous pensez que c'est une solution viable? Est-ce que c'est une solution à long terme? Alors, sur le sujet de la géo-ingénierie, quand on lit la littérature, et pour le coup aussi, à mon avis, on va en dire bien plus sur le sujet, vu qu'on a trois acteurs importants en matière de réchauffement entre l'atmosphère, la biodiversité et les océans. Il y a deux alternatives où on essaye d'absorber plus le CO2, où on essaye de limiter l'apport des rayons solaires. De ce qu'on voit dans la littérature, deux exemples alternatifs, par exemple, autre que les panneaux, j'avais pas encore entendu parler des panneaux plastiques dans la stratosphère, mais il y a l'idée, par exemple, de fertiliser les océans avec du sulfate de fer, pour qu'ils captent plus de CO2. Là, on n'oublie pas qu'en plus, il y a quand même des géopolitiques importantes, c'est que les océans, pour grosse partie, sont dans les eaux internationales, donc il va falloir que les 195 pays ou un peu plus se mettent d'accord si ça devait être appliqué. L'autre alternative, c'est de limiter les rayons solaires, et donc notamment de faire un écran. Alors, outre des panneaux, il y a d'autres idées. Si vous lisez la littérature ou Internet, vous verrez qu'on a des idées d'envoyer du H2S dans l'atmosphère, dans la stratosphère, que ça génère une réaction et que ça fasse du SO2 et que ça serve d'écran aux rayons solaires. Alors le problème en fait, c'est que ces mesures qui sont quand même globalement très radicales, on ne mesure pas bien les effets derrière. Donc deux problèmes vis-à-vis de ça, ce qui fait que ça ne me semble pas, à titre purement personnel, là ça n'a rien d'industriel,
ça ne me semble pas forcément extrêmement serein. Le fait qu'on ne maîtrise pas les effets, c'est-à-dire que peut-être que ça améliorerait la consommation, enfin l'absorption de CO2, ou peut-être que ça améliorerait l'arrivée des rayons solaires, mais on ne sait pas les effets indirects que ça pourrait générer sur nos écosystèmes de manière générale. Et le deuxième point, c'est que géopolitiquement parlant, avant d'aller s'attaquer à la stratosphère ou avant d'aller s'attaquer à ces océans, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Et c'est pour ça que je pense que la COP21 a plus d'espoir, parce que la COP21 permet d'aboutir à un consensus entre les pays pour essayer de limiter le sujet, qu'à ce qu'ils se mettent tous d'accord à aller mettre du H2S dans l'atmosphère, qui est quand même un gaz en plus particulièrement nocif, ou à aller mettre du sulfate de fer dans les océans. Donc, voilà en tout cas ma position à titre purement personnel, c'est pas s'énerver, c'est juste. Je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est vraiment l'impression de vouloir jouer aux apprentis sorciers, et le système il est complexe. Même si on comprend de mieux en mieux le cycle du carbone dans les océans, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on maîtrise le cycle du carbone et de là à voir si il n'y aurait pas des effets qu'on n'aurait pas nécessairement prévus. Je pense qu'il faut s'en méfier, de même sur les particules dans la haute atmosphère. Bon, peut-être sur la végétation, les forêts sont quand même, l'agriculture, les forêts, la matière organique stocke du carbone. Donc effectivement, là on peut peut-être arriver à trouver quand même un moyen de stocker. C'est peut-être quelque chose qu'on peut plus facilement contrôler. On voit déjà par exemple l'effet de reforester. Si on reforeste, on stocke du carbone. Voilà. Donc, il y a peut-être des effets qu'on peut quand même arriver à faire dans la partie écosystème, mais sinon je crains qu'il ne faille pas attendre de ces techniques pour arriver à trouver une solution, et qu'en fait il faut réduire les émissions qui est vraiment la meilleure solution. Après, il y a d'autres techniques d'ingénierie qui sont, je ne sais pas si on est pas nécessairement de géo-ingénierie, mais qui sont d'essayer de capter le carbone et d'après d'aller faire un peu l'inverse de ce qui a été fait, parce qu'il faut se rendre compte qu'actuellement on puise dans des réserves de carbone qui n'a pas été oxydé, c'est du carbone qui a été stocké, au départ c'était soit des végétaux, c'est ce qui a donné le charbon, soit des micro faunes marines, c'est ce qui a donné le pétrole. Et ils n'ont pas été dégradés, et c'est ce qui, ils ont été stockés sous forme de carbone non dégradé, c'est ce qui a fait le pétrole, le charbon, et maintenant on l'utilise, ça date quand même de 200 millions d'années, c'est-à-dire on utilise quelque chose qui s'est fait il y a très très longtemps, et donc l'idée serait d'essayer de voir si on ne peut pas réenfouir, restocker et réenfouir ce carbone. Bon, là il y a des avis assez divergents, il y en a qui disent mais si c'est possible, il y en a qui disent mais bon, pas à grande échelle, c'est pas simple, mais les scénarios pratiquement à 2 degrés envisagent qu'il y ait aussi une partie de l'utilisation de la biomasse comme source et de stocker en excédent. Donc ça, il est possible que ça se développe. Juste à titre d'information, et on passe à la dernière partie qui concerne plus spécifiquement nos modes de vie. Est-ce qu'on pourrait juste rappeler quels sont les autres gaz à effet de serre? On parle beaucoup de CO2, il y en a d'autres. Est-ce qu'on pourrait juste les citer? Alors, effectivement, celui qui est par les activités humaines qui est le plus important, c'est le gaz carbonique, et c'est vraiment celui qui est lié à notre utilisation du charbon, du pétrole, du gaz naturel, qui lorsqu'ils sont brûlés, donnent du gaz carbonique. Après, on a le méthane, donc qui lui est très lié à l'agriculture, à la démographie, avec les ruminants qui en fait produisent du méthane, mais aussi les rizières qui produisent du méthane. Et puis le méthane c'est le gaz naturel, donc il y a aussi un peu de fuite de gaz naturel lié à son exploitation. On a aussi l'oxyde nitreux, N2O, qui lui est lié aux engrais. Donc l'agriculture est une source importante de gaz à effet de serre. Et puis il y a après d'autres molécules. Alors, par exemple, les chlorofluorocarbures, qui sont ceux qui détruisent la couche d'ozone stratosphérique. On a réussi à avoir un accord, le protocole de Montréal a réussi à stopper l'utilisation de ceux qui étaient les plus, une durée de vie la plus longue et qui étaient les plus destructeurs
conducteur pour la couche d'ozone stratosphérique. Donc on va récupérer progressivement la couche d'ozone stratosphérique. Mais les substituts, ceux qui sont utilisés, sont toujours très efficaces en effet de serre, donc jouent également. Et quand même, celui qui prédomine par les activités humaines, c'est le gaz carbonique. Alors, dans les gaz à effet de serre, par contre, il ne faut pas oublier qu'en fait, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau, elle a un rôle très particulier, c'est qu'elle est complètement liée au climat. Donc, la quantité de vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère dépend de la température, et c'est des parties de même de ce qu'on appelle les rétroactions. C'est-à-dire quand la température s'élève, on peut avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et ça facilite le réchauffement et c'est pris en compte dans les modélisations. C'est la rétroaction, je dirais, de base qu'il faut prendre en compte dans le système. Donc celle-là, elle n'est pas indépendante, elle est partie prenante du climat, ce qui fait que des fois on oublie de la mentionner parce qu'elle est complètement partie prenante, elle n'a pas la même nature que les autres. Merci pour ces précisions. Alors, on va maintenant passer à la dernière partie qui nous concerne toutes et tous, notamment le mode de consommation. Donc, on parle souvent pour réduire notre impact carbone, de favoriser les économies circulaires, c'est un peu très à la mode en ce moment, de favoriser les circuits courts, de manger des fruits et légumes de saison. Est-ce que vous pensez que ces modes de consommation plus rationnels, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur le changement du climat, ce qui pourrait réduire nos modifications et notre impact carbone sur la planète? Oui, alors après, j'ai pas des chiffres, mais il est clair que si on réduit les transports, par exemple, pour la France, tout ce qui est transport, alors évidemment pas que le transport de nourriture, tous les transports, c'est à peu près 25% des sources de gaz à effet de serre dans notre pays. Alors bon, dans d'autres pays, c'est un peu moins, c'est souvent 14%, parce que 14% au niveau mondial, parce qu'en fait, l'électricité est produite, et la principale source est produite par des gaz du gaz carbonique, ce qui n'est pas le cas de l'électricité nucléaire. Ça modifie un peu les rapports, les proportions. Donc, limiter les transports, ça joue. Alors, il n'y a pas que limiter les transports, il y a aussi un élément qu'on risque d'avoir pour plusieurs raisons de modifier, c'est notre consommation de la viande. Alors pas parce qu'on vient de dire que le fait de consommer de la viande cause des problèmes, peut causer des problèmes de cancer, des choses comme ça, mais parce qu'en fait, il est absolument impossible que la population mondiale vive sur le même rythme que notre consommation actuelle de viande, donc il y a un problème d'équité au niveau mondial déjà. Et la consommation de la viande, en fait, consomme énormément de produits agricoles et qui ne sont pas produits sur place. Souvent, ces produits, ça va être produit en Amérique du Sud, par exemple. Le soja va être produit pour nourrir le bétail sous nos latitudes. Donc, il va y avoir tout un échange. Donc, il est fort probable qu'on ait du mal à continuer à... Ça correspond quand même à une consommation, à une émission plus importante que si on trouve d'autres sources de protéines, même qu'on utilise des protéines végétales. Donc il n'est pas impossible. Je pense que ça, c'est quelque chose qui risque d'avoir à évoluer et avec très probablement des choses qui ne sera pas nécessairement complètement négatives, parce que justement, il peut y avoir des synergies avec la santé. On parle beaucoup de plus en plus de synergie entre la lutte contre les effets de serre et en même temps améliorer les conditions de santé. Donc peut-être qu'il faut trouver, c'est peut-être l'occasion de se poser la question de est-ce qu'on peut consommer autrement, est-ce qu'on peut revoir, puisqu'il faut revoir les bases liées à nos émissions de gaz à effet de serre, peut-être que du coup on peut aussi revoir nos modes de vie et les rendre, tant qu'à faire, plutôt meilleurs pour la santé. Et pour terminer, j'aimerais, donc en restant sur tout l'aspect, voilà, qu'est-ce qu'on va changer dans notre mode de vie et qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer notre réponse et pour vraiment influer sur la transition énergétique, j'aimerais qu'on parle beaucoup de tout ce qui est réseau. C'est-à-dire que, est-ce que le futur va se construire en réseau et est-ce que c'est pas un moyen aussi de diminuer notre consommation énergétique? J'aimerais qu'on parle surtout de tout ce qui est smart grid, dont on parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est sûr que la thématique de smart grid
on entend beaucoup parler, mais c'est vraiment en fait un enjeu. C'est un enjeu de mixité, et puis c'est vraiment aussi un enjeu de gestion des écoparcs industriels. Et je reviens toujours sur le même exemple, mais croyez-moi, c'est extrêmement important dans le monde de l'industrie, sur l'utilisation maximale des énergies dans les usines. Certains axes, par exemple PS2E, travaille sur le sujet de l'écoparc industriel du Havre, où sur une zone industrielle, on a différents types d'industriels qui font leur production. Certains vont générer de la chaleur, d'autres vont générer du froid, d'autres vont générer de la vapeur. Enfin, on va avoir tout un tas de types d'énergie produite du fait de l'activité industrielle, mais qui à la base n'est pas forcément valorisable, et qui pourrait très bien être échangé de l'un vers l'autre pour que ça ne soit pas perdu, mais que ce soit valorisé, et avec même en plus un impact fort intéressant, vu que l'écoparc, par exemple, du Havre, qui est à côté de la ville du Havre, que les communautés aux alentours, les territoires et les agglomérations puissent profiter de cet apport énergétique-là. Donc le fait de travailler en réseau et de pouvoir s'échanger de l'énergie, que ce soit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, enfin, quelle que soit sa forme, peut vraiment être un moyen de limiter notre empreinte carbone et notre empreinte environnementale de manière générale. Donc c'est un vrai enjeu, on en entend beaucoup parler. La difficulté, c'est que ça oblige à créer des infrastructures assez importantes, comme vous l'imaginez, pour faire passer de la vapeur d'une usine à une autre, ou à la ville d'à côté, où il va falloir faire passer des réseaux. Enfin, c'est pas anodin d'un point de vue investissement, mais par contre, c'est un enjeu qui est potentiellement intéressant, qui intéresse tant les industriels parce qu'ils ont de l'énergie à valoriser, que les particuliers qui sont autour, parce qu'ils pourraient profiter de cette là d'une énergie disponible à portée de main, sans être obligé d'être ravitaillé par X facteurs différents. Et selon vous, quand est-ce que ces smart grids, ces réseaux intelligents seront notre quotidien? Quand? Alors la question du quand, au niveau smart grid électrique, là c'est vraiment actuellement en plein boom, parce qu'il y a des impératifs importants, donc en France avec le RTE, qui insufflent une dynamique très importante sur les sujets de smart grid électrique, sur les smart grids toutes énergies confondues. Ça va nécessiter, comme je le disais, des investissements assez lourds de transport d'énergie, vapeur, froid, entre les points de production et les points de consommation. Donc après, j'en reviens toujours au sujet politique, ça nécessite une volonté politique de le faire. Donc, à mon avis, ça va se faire, comme c'est le cas bien souvent, sur un prototypage dans certains coins de France ou d'autres pays du monde. Et à partir du moment où on verra les bienfaits, on le généralisera. Donc, ce qui est dommage, c'est que ça prend du temps, mais c'est la logique de fonctionnement historique, c'est que voilà, on ne peut pas se lancer de manière trop forte sur un sujet sans avoir analysé l'ensemble des côtés positifs et l'ensemble des côtés négatifs associés à cette avancée. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements dans des domaines dans lesquels on n'était pas forcément très au fait, voilà, tout à fait. Donc on va passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions, je vous passe le micro, on va faire ça un peu de manière old school, donc levez la main et celui qui a levé la main, je vous passe le micro en premier. Et donc voilà, c'est à vous. Bonjour, alors moi je m'appelle Adèle, je vous remercie pour vos informations et votre présentation. Donc moi j'aimerais savoir, à partir de la COP 21, pour atteindre l'objectif de réduire entre 40 et 70% les émissions d'ici 2050, est-ce que les réglementations à mettre en place ne seront pas une contrainte et ne feront pas en sorte,
ne vont pas freiner cette réduction au niveau des émissions. C'est-à-dire que est-ce que ces réglementations sont trop longues à mettre en place ou pas? Est-ce que l'objectif est vraiment atteignable? Et les réglementations sont en place. Comment vérifier que c'est bien respecté par les industriels? Donc c'est un peu vaste. Pas tout, parce que pour arriver à réduire, il faudra des réglementations. C'est vraiment le moyen d'arriver à, si on n'est pas un peu sous contrainte, c'est difficile d'arriver à réduire par juste auto-décision, auto-réglementation. Donc en général, c'est quand même le mécanisme qui permet de se mettre en place. Ça a déjà quand même, en Europe, ça a déjà pas mal avancé. Hein. Alors, j'avais pas... Il y a des courbes qui montrent les émissions par les différents pays. Et en Europe, on voit que l'Europe a commencé à diminuer ses émissions. Donc, ça a commencé avec le Kyoto. Donc, c'est déjà amorcé. Les États-Unis, c'est plus récent, mais on commence à avoir un peu une inflexion. Bon, après, ce qui est compliqué, ce qui va être très compliqué, c'est les pays émergents qui, eux, évidemment, sont en pleine croissance et ont besoin de poursuivre leurs émissions. Alors, la Chine a, ça a été atteint par habitant le même niveau d'émissions que l'Europe, mais il faut bien voir qu'une partie de leurs émissions, elles sont pour nous, puisqu'en fait, on fait fabriquer actuellement en Chine, donc c'est un peu compliqué. Et puis alors la grosse question qu'il va y avoir, c'est le problème de la responsabilité, parce qu'en fait, c'est pas la quantité, le réchauffement il est lié au cumul de gaz carbonique. Donc c'est pas juste maintenant ce qu'on est en train d'envoyer, mais c'est l'ensemble de ce que l'on a envoyé qui joue. Et actuellement, de ce qu'on a envoyé, je crois que les chiffres, ça doit être de l'ordre de 25% les États-Unis, une vingtaine de pourcents l'Europe et une dizaine de pourcents la Chine. Donc évidemment, il y a ça qui va rentrer en ligne de compte. Et donc la Chine commence à dire qu'ils veulent pouvoir continuer à augmenter, mais un peu, probablement régler un peu la pente et pouvoir continuer. Ça va pas être simple, c'est pas que dans nos pays. Alors après, sur les industriels, je pense que c'est bien, il est mieux placé le point pour répondre. Alors c'est vrai qu'au niveau industriel, la problématique en fait elle est importante parce que bien évidemment on a l'obligation de respecter les normes et les lois et ça c'est un point qui est important pour tout industriel. Après tout le débat il est la possibilité technologique de réduire au ratio potentiellement nécessaire par rapport à la COP21. C'est-à-dire que là, on entend parler de 70%. Est-ce qu'une usine est capable de produire avec 70% d'énergie moins? Je ne suis pas forcément certain. Alors, ce qu'il faut bien voir, même si la thématique de la conférence d'aujourd'hui, c'est quel impact pour nos industries. Alors, mon but n'est pas de dire que les industries, c'est le bon élève sur l'ensemble de la société. Mais ce n'est pas forcément le seul et peut-être le plus important acteur du rejet en CO2. Donc la problématique, c'est que sur l'industrie en tant que telle, si on doit aller jusqu'à 70% de réduction d'énergie, je ne suis pas certain, purement personnel, que ce soit faisable, en tout cas sous 2 ans. Enfin, tout le débat il va être dans quelle durée on se donne. Bon, alors donc, sur 35 ans, si je compte bien, sur 35 ans à avoir, enfin, si d'ici 35 ans il faut avoir réduit de 70%, voilà, en tout cas ça va nécessiter des investissements importants pour moderniser les sites de production. Qui dit que ça nécessite, parce qu'il faut que tout le monde en ait conscience, si ça nécessite des coûts importants d'investissement, il faut bien se dire que les coûts de consommation associés
peuvent aussi avoir un impact important. Et ce qui amène une autre dimension qui est importante, à mon avis, qui est sous-jacente à la COP21, c'est que tous les pays ne sont pas égaux de manière générale sur les richesses et les moyens qu'ont chaque habitant sur la planète. Si on fait monter les coûts de production de manière trop importante, le décrochage qui existe déjà au niveau de la pauvreté va aussi s'accélérer. Donc il y a une vraie difficulté. Mon but n'est pas de prendre la défense des difficultés politiques qu'il y a à se mettre tous autour de la table et à valider l'accord. Mais il y a quand même des dimensions sociales, alors sociales certes au sens environnemental, mais sociales au sens sociétal, qui sont extrêmement importantes. Et donc il y a certains pays qui potentiellement aussi vont peut-être freiner la signature d'accords parce que eux voient vis-à-vis du développement de leurs sociétés qui sont émergentes, potentiellement à avoir un impact important sur l'augmentation du coût de production. Donc en gros, c'est vraiment en fait une équation qui n'est pas simple. En tant qu'industriel, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour que ce soit viable, il est sûr et certain qu'il faut que l'ensemble des pays sur le globe adoptent les résolutions et les normes. Parce qu'il y a actuellement une hétérogénéité extrêmement importante en matière de réglementation. Mais là, je vous le dis, si vous regardez l'ensemble des réglementations qui existent, il y a une uniformité qui est très limitée entre les pays et qui génère de vrais déséquilibres industriels pour les industriels. Quand on entend parler de délocalisation ou relocalisation, c'est aussi lié à des aspects normatifs. Donc ce qui me semble capital, en tout cas dans le cadre de la COP21 et en tout cas de ces conférences-là, c'est vraiment qu'on arrive à un consensus pour qu'au moins les normes soient communes dans tous les pays pour que tous les industriels produisent entre guillemets à armes égales. Parce que ça c'est un enjeu capital. Si on veut arriver à une réduction drastique, il faut que tout le monde soit soumis aux mêmes règles, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Bonsoir. En revenant sur toutes les réglementations qu'on attend de la COP21, j'aimerais savoir ce que vous pensez est-ce qu'on peut considérer que la COP21 serait un échec si l'on ne met pas un prix sur le carbone et voilà. Les économistes pensent que si on veut arriver à réguler, il faut pouvoir mettre un prix, sur le fait qu'il y a un impact du carbone. Donc ils pensent qu'en fait c'est un outil qui aiderait fortement à pouvoir améliorer la situation. Actuellement, il n'y a pas de prix sur ces questions environnementales. Donc, alors moi après, je ne suis pas spécialiste, vraiment là plus les économistes qui regardent ça. Alors après, je ne sais pas trop si c'est là là-dessus. Et pour les économistes, c'est vraiment un outil qui permettrait d'aider. C'est-à-dire que après on rentre dans les marchés, l'offre d'attente, il faut qu'il y ait un prix aux choses pour qu'elles commencent à être des avantages pris en compte. C'est-à-dire qu'il faut que le prix environnemental, on commence à accorder ça. Il y en a qui pensent aussi qu'il faudrait accorder aussi des prix à la biodiversité, parce qu'en fait, il y a toutes ces questions, en fait, on considère qu'on peut utiliser la nature sans qu'il y ait un prix attaché. Et voilà, toutes ces questions environnementales risquent de poser cette question du prix. Ce qu'il faut voir toutefois, c'est qu'il y a. Alors, je ne suis pas expert dans le sujet, je ne suis pas économiste, mais sauf erreur de ma part, il y a déjà des mécanismes qui existent sur la valorisation carbone, en fait, et sur des transferts, des stocks de carbone. En gros, certains ont appelé ça des droits pollués, donc, qui est composé de vrais débats, mais qui sont liés en fait à la question que vous posez, où là, globalement, et je vais dans votre sens, industriellement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et je le dis à titre personnel, mais l'environnement de manière générale et l'utilisation des ressources naturelles est réellement un enjeu. Et ça, je pense qu'il y a
enfin, les industriels sont tous d'accord sur le sujet, c'est qu'il y a un vrai enjeu. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans notre manière de consommer, je ne sais pas si tout un chacun, on aura beau avoir des normes, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, je pense que si je m'amuse à faire un petit test sur qu'est-ce qui dispose d'un smartphone, je pense qu'on va avoir à peu près la totalité des jeunes étudiants dans la salle qui devraient lever la main. Je serais bien étonné qu'il n'y en ait rien de 10% qu'on n'ait pas. Voilà, qui n'en a pas. Est-ce que quelqu'un n'a pas de smartphone dans la salle? Pas bien. Très bien. En fait, pourquoi je dis ça? C'est qu'on parle du carbone en tant que tel, enfin, du CO2, du gaz carbonique de manière générale, mais on a des pollutions environnementales qui sont aussi autres en fonction de certains types de matériaux dont on a besoin pour certains biens de consommation qu'il y a. Si on ne le produit plus, vous avez certains services de votre vie quotidienne qui vont être changés. Donc ça veut dire qu'il faut que tout un chacun, on se pose la question du mode de vie qu'on veut avoir. Donc les industriels, dans tous les cas, on se pliera aux réglementations. Bien évidemment, une chose à retenir, en partant du principe qu'elles doivent être appliquées partout de la même manière, ce qui n'est pas forcément le cas sur toute la réglementation. Et après, ça veut dire que le consommateur, le particulier, dans ses modes de vie, la manière dont il se déplace, ça joue aussi. Enfin, il n'y a pas que les industries. C'est aussi le message que je vais vous faire passer. On a une part importante et on œuvre là-dessus. Et on a énormément de projets chez nos clients industriels qui sont liés à leur empreinte carbone, enfin environnementale. Mais ça veut dire aussi que vous et moi aussi, enfin nous, en tant que particulier, il va falloir qu'on adapte aussi nos modes de consommation de cette même manière. Et je ne sais pas si tout le monde est prêt à le faire. Réfléchissez tous à méditer pour ce soir. Bonsoir. Alors moi je voudrais parler du cas des Britanniques qui eux font le choix de repasser au nucléaire pour réduire leur émission de CO2 notamment. Est-ce que vous pensez que c'est une solution viable dans un premier temps ou peut-être à long terme? Ce qui est certain, c'est que l'énergie nucléaire n'émet pas de gaz carbonique. Ça, de ce point de vue-là, c'est bien tout de ce côté-là. Après, bon, il y a d'autres problèmes de risque, de problèmes de déchets à régler. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que toute énergie, il y a toujours des déchets. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas vraiment de méthode sans déchets à régler, enfin sans problème de déchets à régler. Après, pour le moment, je crains qu'on soit obligé d'avoir besoin de nucléaire pour au moins dans une période transitoire. Après, il faut arriver à trouver d'autres, pouvoir arriver à trouver d'autres relais, d'autres technologies. D'autres plus à utiliser, par exemple, l'énergie la plus émettrice, c'est le charbon. Déjà, si on limitait l'utilisation du charbon, déjà le gaz, par exemple, naturel est moins émetteur que le charbon. Donc, peut-être déjà des choix dans les technologies. Malheureusement, il ne faut pas attendre de la limite des réserves pour arriver à régler notre problème, parce que du charbon, on en a sur la planète bien plus que ce qu'il faudrait émettre. Donc ça ne va pas être ça qui va limiter. Le pétrole peut-être avant, mais dans les cas de charbon, non. Donc voilà, après, pour le moment, le message du GIEC, c'est qu'on n'y arrivera pas si on n'utilise pas toutes les technologies possibles. C'est vraiment un ensemble, il n'y a pas une seule solution, il faut utiliser tout le portefeuille de solutions et de technologies si on veut arriver à réduire. Peut-être qu'un jour, on aura une solution d'énergie qui permettra de ne pas avoir d'avoir moins de problèmes, ou du moins pas national et peut-être plus vertueuse. Il y a quand même des difficultés partout. Hein. Le solaire, il y a aussi une difficulté du cycle de vie des éléments. Et voilà. Donc, il n'y a pas. C'est pas si facile, hein, cette question d'avoir
une énergie sans problème. Peut-être Sylvain va rajouter. Je partage totalement la vision de Sylvie. Ce qui est fondamental, et vous en tant que futur ingénieur, vous y serez confronté si vous venez travailler dans l'industrie, et c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que c'est un monde qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder le cycle complet. Les panneaux photovoltaïques, si on fait le coût complet des panneaux photovoltaïques, on parle du retraitement de manière générale chez les nucléaires qui sont certes une problématique, il n'y a pas de doute. Le retraitement des panneaux photovoltaïques, je pense qu'on peut aussi en discuter, et de manière générale, sans incriminer, parce que je suis totalement dans la vision de Sylvie, toute solution a des avantages et des inconvénients. L'éolien, les gens diront que c'est le bruit, ou que ça peut perturber l'écosystème naturel. L'hydrolien, pareil. Avec des fonds marins, certains émettront des réserves. Donc c'est vraiment en fait une logique générale. Il n'y a pas de bonne solution. D'où l'idée, et c'est vraiment en tout cas l'un des enjeux sur lequel on s'est positionné en tant que Vinci Énergie, sur l'optimisation de la consommation. Ça c'est un point, et quand je le dis à titre industriel, mais Vinci Énergie ne couvre pas que l'industrie, on couvre les collectivités, tout bêtement l'éclairage lumineux dans les villes. Enfin, j'étais mardi dans le sud de la France en revenant en avion, en voyant la région parisienne. C'est une boule de lumière, c'est une vraie boule de lumière. Globalement, il y a des enjeux à essayer de réduire la facture énergétique aussi dans les collectivités locales. Je ne sais pas, dans vos classes, on va prendre un exemple tout bête, mais il y a des attitudes des co-citoyens qui sont particulièrement importantes sur le fait de ne pas surchauffer l'hiver, de ne pas surrefroidir avec la clim l'été, d'éteindre la lumière, de ne pas mettre son PC en veille. Enfin, il y a tout un tas de mesures intrinsèques, et c'est pour ça que je vous dis qu'aussi, sociétalement parlant, il faut vraiment y veiller, qui sont des moyens assez basiques et simples, et qui est totalement en complément en fait de moyens alternatifs de production ou de mix énergétique. On entend beaucoup parler de mix énergétique, mais c'est l'un des enjeux parce que toute source de production a ses inconvénients, que ce soit sur le CO2 ou sur tout un tas d'autres dérivés, mais importants d'un point de vue environnemental. Je voulais savoir comment réagissent les pays émergents. Ici. Je voulais savoir comment réagissent les pays émergents aux futures réglementations qu'ils vont devoir respecter, notamment au niveau de l'industrie. Ça peut poser des problèmes au niveau du développement pour eux, de leur industrie, de leur économie, et savoir s'ils sont prêts à faire des efforts, dans quelle mesure. Voilà. Alors, la particularité de cette COP, qui, je pense, peut justement mener peut-être à des résultats, c'est qu'en fait, c'est parti de... Ils ont demandé à chaque pays ce que chaque pays était prêt à faire, ce qui fait que c'est parti du volontariat et de chacun qui amène sur le plateau ce qu'il veut faire. Donc, c'est... Peut-être que c'était une chance parce que du coup, ça demande ça oblige chacun à se positionner, et non pas à attendre que ça vienne en haut, et évaluer en dessous d'ailleurs, et puis en même temps de voir aussi ce que les uns veulent faire par rapport aux autres. Enfin, je pense que ça c'est on peut espérer que ça va aider. Alors ça doit être disponible quelque part sur le web, parce qu'en fait ça commence maintenant, les pays, on leur a déjà demandé avant. Et même les pays émergents se sont positionnés, le Brésil, la Chine, l'Inde, je crois aussi. Alors j'ai vu exactement ce que chacun a dit, mais la Chine, alors ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer un peu à croître, mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient réduire, augmenter l'efficacité de leur utilisation d'énergie, c'est-à-dire en fait avoir une énergie qui soit moins émettrice pour la même quantité d'énergie, donc être plus efficace. Je crois que c'est réduire de 40%, d'augmenter 40%
d'efficacité. Je ne sais plus exactement comment il la mesure, mais donc ça veut dire que c'est quand même garder une pente, mais la rendre moins élevasse. Et puis je ne sais plus s'il n'y a pas quelque chose sur 2030. Ah oui, il devrait y avoir un maximum en 2030. Donc voilà, donc ça commence à. Il y a quand même. Par rapport à auparavant, c'est quand même une grosse avancée. Je crois que le Brésil a dû se positionner par rapport à la déforestation, il me semble. Enfin bon, il faudrait aller regarder précisément. Alors après, c'est un casse-tête pour arriver à analyser évidemment toutes ces propositions et en trouver un socle commun. Mais on peut espérer que ce soit, en partant comme ça, on ait plus de chances d'arriver à une solution. Donc ça bouge aussi du côté des pays émergents. Il faut voir que les pays comme la Chine commencent à souffrir quand même fortement. Ils ont des centrales thermiques au charbon qui leur donnent une pollution pas possible. La ville de Pékin est extrêmement polluée, donc ils commencent à avoir des problèmes localement et à avoir la population qui a des problèmes de santé. Donc on espère aussi que ça aide à faire bouger. C'est sûr que la remarque là, sur l'exemple de la Chine que donnait Sylvie est importante. Dans les pays industrialisés, pendant un certain nombre d'années, donc notamment dans le siècle passé, on s'est peut-être moins posé la question de la consommation des énergies qu'on faisait et le taux de rejet qu'on générait. Donc maintenant, aller expliquer à ceux qui ne l'ont pas fait il y a un siècle, parce que c'était moins avancé industriellement et qui maintenant ont le souhait de se lancer, de leur dire « Ah mais non, en fait, faites pas comme on a fait ». C'est sûr que ça amène à des discussions et c'est pour ça que c'est loin d'être un exercice simple là, politiquement pour réussir à ce que tout le monde en fait fasse un effort. Par contre, l'effet de contribution, et je vais totalement dans le sens de Sylvie, à titre personnel aussi, avoir amené l'angle de la COP21 sous le concept de la contribution. Qu'est-ce que chacun peut faire pour contribuer au bien-être global? Et à mon avis, un angle d'attaque peut être intéressant. Maintenant, à savoir si tout le monde sera satisfait de la contribution du voisin, là, ça va être un autre sujet qui est l'objet des débats, à mon avis, pour cette COP. Il y a un troisième groupe, il y a un troisième bloc, il y a les pays développés qui ont la responsabilité, qui ont accumulé la responsabilité dans cet effet. Les pays émergents qui commencent maintenant à devenir aimer quand même beaucoup, parce que là j'ai une petite partie d'habitants, mais au niveau, pour l'ensemble de sa population, elle est plus. Ça devient le principal contributeur. Donc, et puis, il y a un troisième bloc qui sont les pays en développement qui, eux, risquent plus de souffrir des conséquences sans être eux-mêmes émetteurs. Donc, il y a un autre volet dans la COP21 qui est un fonds vert qui, normalement, devrait atteindre 100 millions de dollars par an des pays développés vers les pays en développement, qui est aussi quand même une autre des difficultés, parce qu'il faut arriver à lever ces fonds pour aider les pays les plus pauvres à s'adapter aussi, à pouvoir se développer. En fait, il y a peut-être dans cette question du changement climatique, ça va peut-être le côté positif, c'est que ça va obliger à revoir toute la question du développement, parce qu'en fait, avec ce rôle, cette responsabilité des pays développés vis-à-vis de pays qui risquent de souffrir pas mal des conséquences, parce que les pays tropicaux vont être pas mal touchés par le changement climatique. Peut-être que c'est une occasion de repenser un peu autrement le développement. Bonsoir. Ma question concerne la déclaration de John Kerry, qui a dit hier ou il y a quelques jours, qu'il n'y aurait pas d'accord contraignant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut sortir de cette COP21 s'il n'y a pas d'accord contraignant qui contraigne tous les pays à venir? C'est juste un accord de principe. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Oui, moi je ne suis pas assez spécialiste exactement dans la négociation. On touche en fait les pays veulent avoir une certaine liberté de leur développement économique. Je pense que c'est un peu le même problème avec la Chine. Donc comment arriver à la fois à ce qu'il y ait une réduction tout en laissant une certaine liberté.
Bon, j'imagine que ça va dépendre aussi à quelle échéance on va mettre. Si on met des points, il y a nécessairement un peu des points de vérification, hein, comme c'est une question qui est mentionnée, il y a nécessairement à un moment donné de pouvoir un peu vérifier. Donc je ne sais pas exactement comment ils vont s'en sortir. Je pense que ça va faire partie des difficultés. Hein, c'est pas... Donc, bon, je pense qu'il y aura des objectifs. Après, il faut savoir après jusqu'où on va aller dans la contrainte, dans la vérification, des pénalités. Parce que qui dit contrainte dit éventuellement pénalité. Donc, bon, ça va être de voir un peu la souplesse. Mais bon, maintenant, pour le moment, les équipes quand même plutôt. Obama pousse pas mal et il essaie d'avancer dans ce sens-là, mais je pense qu'après, il va être pas mal contraint par son congrès. Donc, ça va être il y aura l'élection suivante, donc c'est un peu. Bon, on peut espérer quand même que ça va donner une orientation, une direction, et qu'on arrive à ce que les pays arrivent à peu près à s'y. Ça t'inspire. Sympa. Je pense que ça montre en fait toute la difficulté. Ça va pas être comme ça. Je crois qu'il y a un texte, je ne sais pas encore regarder les textes, mais il y a un texte qui est déjà accessible. C'est un prétexte avant. Mais je pense qu'ils vont discuter longtemps, travailler des nuits entières, parce que rien que le GIEC, l'approbation des résumés aux décideurs, la dernière fois, on a déposé une nuit complète pour arriver à finir à temps, parce que tout est discuté point à point. Donc rien qu'en voyant déjà sur des points, rien que sur des points sur lesquels il y a une base scientifique, hein, même déjà pour s'entendre sur la formulation, ça prend déjà des heures et des heures de discussion, donc j'ose pas imaginer la négociation pour arriver quand il y a des enjeux économiques derrière. Bonsoir, j'ai une question. En fait, qu'est-ce que vous pensez des actions coup de poing menées par exemple par des associations comme Greenpeace? C'est encore compliqué, mais... Alors, donc là, même principe, hein, purement personnel sur le sujet. Les actions coup de poing ont pour effet d'attirer les médias sur une thématique. Est-ce que pour autant c'est suivi des faits? Je ne suis pas certain. C'est-à-dire que ça va faire le buzz. Certes, ça va attirer l'attention des populations sur la thématique. Par contre, est-ce que c'est suivi d'un effet correctif? J'en suis pas plus certain que ça. L'aspect collaboratif par rapport à une problématique, à mon avis, me semble bien meilleur que l'aspect directif, notamment dans le cadre d'une action de poing. Maintenant, on est dans un pays, donc il y a la libre expression pour chacun. À titre personnel, je ne suis pas certain que ça ait un effet, à part le fait de sensibiliser les gens à une problématique. Mais on n'oublie pas en plus que sur ces thématiques-là, c'est des débats d'opinion, tout comme l'expliquait tout à l'heure Sylvie, sur les climato-sceptiques, si c'est là le terme consacré. C'est un débat d'opinion, les gens n'ont pas le même avis, hein. Chacun va penser dans un sens ou dans l'autre. Sur le cas climat personnel, je suis plus dans le sens de Sylvie d'aligner le phénomène. Maintenant, si on prend le cas de Greenpeace ou d'autres organisations, ils défendent un point de vue avec des arguments qui ont le mérite d'exister. Maintenant, il y a tout un autre point de vue qui n'est pas forcément exprimé, et toute la difficulté pour tout un chacun, c'est de réussir à se faire une opinion par rapport à ce qui est présenté. Et pourquoi je dis ça, c'est que les gens qui n'auraient pas le même avis que Greenpeace ne vont peut-être pas forcément mener une action coup de poing, et pour le commun des mortels, ce qu'on aura retenu, c'est ce qu'on aura vu à la télé en boucle parce que ça marche bien, et donc en gros, limite de l'endoctrinement. Enfin, je forciterai, mais c'est ça. C'est-à-dire que tout un chacun, quand on reçoit une information d'un média, quelle qu'elle soit, le plus important,
c'est de s'informer et d'essayer de voir les autres avis associés à la même thématique et de se faire son opinion par rapport à ça. Et ne pas prendre brut de fonderie ce que nous envoie comme information un média. Et ça, à mon avis, la conscience collective aura un effet beaucoup plus important qu'une action coup de poing en tant que telle. C'est la prise de conscience de tout un chacun à travers les différents moyens d'expression qu'on va avoir, qui sont le vote, qui sont tout un tas de choses extrêmement importantes. La manière dont vous allez vous comporter dans une entreprise, c'est un point aussi extrêmement important. On a tous un rôle à jouer, et au sein d'une entreprise, vous êtes des ingénieurs, donc vous allez pouvoir penser des solutions qui sont peut-être plus efficaces que les milices en montant sur, je sais pas quoi, dans un mât ou n'importe quoi. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une action à faire, parce que le fait d'aller sur une action médiatique est efficace, j'en suis pas certain. Mais c'est un avis personnel. Merci. Je suis pas particulièrement pour les actions coup de poing, mais par contre, les ONG jouent, c'est vrai que sur ces questions environnementales, les ONG jouent un rôle important, mais bien au-delà des actions coup de poing, mais justement dans la sensibilisation. Ils sont présents dans un certain nombre de ces discussions au niveau international. Ils peuvent jouer un rôle, souvent ils ont un rôle positif, mais pas nécessairement dans les investissements coup de poing, on en voit un positif partie énergétique. Et même pour être complet sur le sujet, je crois beaucoup plus à l'éducation. Donc c'est pour ça que notamment le sujet des ONG, donc la sensibilisation des gens dès leur enfance, enfin, la manière dont nos parents nous ont éduqués, la manière dont nos enseignants nous ont appris des choses, à mon avis, est une vertu beaucoup plus importante pour réussir à faire évoluer les mentalités. Le fait de soudainement aller monter sur une grille, sur un mât, sur n'importe quoi, ça aura le mérite d'amener la lumière sur le sujet, mais ça n'aura pas forcément la force de conviction pour que tout un chacun on en tienne compte ou pas. Donc je vote beaucoup plus sur l'éducation, qui me semble être l'angle. Enfin, si je viens devant vous aujourd'hui, c'est notamment pour cet aspect-là, pour vous amener un avis sur différentes thématiques, sur ce qu'on est capable de faire dans l'industrie, pour que ça rentre dans votre esprit et que vous me disiez, tiens, par rapport à mon métier dans 2 ans, 1 an, 3 ans, suivant où vous en êtes dans votre processus, vous puissiez vous positionner, vous choisissiez un métier qui vous plaise, et où potentiellement sur les sujets de transition énergétique, vous ayez un rôle à jouer, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Voilà. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure des concepts de smart grid et particulièrement d'une étude qui est en train d'être déployée sur le site dans la zone industrielle du Havre. Alors en tant qu'Havrais, je voulais simplement savoir quelles sont aujourd'hui les idées ou les projets industriels concrets qui sont en cours de déploiement. Bonne question. Alors ce qu'il faut voir, PS2E, c'est un ITE qui a été créé il y a 3-4 ans. Donc le sujet de l'écoparc industriel du Havre est l'une des thématiques parce que les acteurs qui font partie de PS2E, notamment des usines au Havre, donc ce qui est le sujet. Donc actuellement en fait il y a eu une étude de faisabilité, enfin en tout cas une analyse de ce qui pourrait être envisageable de faire. Maintenant, comme je vous le disais, autant sur le sujet des smart grids électriques, où on dispose d'une infrastructure existante avec le réseau de transport d'énergie RTE qui est disponible, autant sur le transfert d'énergie autre électrique, notamment chaleur et autres, ce réseau n'existe pas. Ce qui amène de cette là, ce n'est pas pour me retrancher toujours derrière cet aspect-là, mais c'est important, une dimension politique qui est extrêmement importante. Donc là, notamment, vis-à-vis de la ville du Havre, de la communauté d'Aglo, il y a vraiment des discussions importantes avec les EE. L'objectif, en tout cas, c'est que ça fait partie d'un des programmes de cette ITE, et donc d'ici, je ne peux pas donner de date parce que je ne les connais pas, mais
d'ici quelques années, qu'on puisse en tout cas avoir l'un des premiers écoparcs où on utilise une logique de smart grid énergétique pour transmettre les flux énergétiques. Mais il va falloir en fait une infrastructure qui est potentiellement lourde, aller mettre des tuyaux, enfin je vous en passe, et les meilleurs. Donc je pense que la volonté elle est là. Maintenant il y a tout un tas de discussions politiques, tout comme c'est le cas pour la COP21, où là, à mon humble niveau, j'ai pas forcément les tenants et aboutissants, mais en tout cas je pense qu'il y a la volonté. Donc, si tu es à vrai, j'ai bon espoir que d'ici quelques années on puisse en discuter, que tu dises tiens Sylvain, il m'en avait parlé à la conférence de transition énergétique à l'ENSA, et c'était pas une blague, c'était pas une blague. Donc, je ne peux que t'inviter à ce qu'on en discute d'ici quelques années, mais ça va nécessiter quelques investissements à mon avis importants, mais qui peuvent être un salut intéressant en matière d'énergie et de transfert énergétique. Bonsoir. J'ai une question par rapport au fondé sur le climat. D'un point de vue éthique, comment est-ce qu'on décide de répartir ces aides? Parce que le but, ça va être plutôt d'aider des pays, je sais pas, comme le Burkina Faso à se développer d'une manière durable, ou plutôt de décarboner de grosses économies comme la Chine, qui sont pas encore, qui peuvent encore être amenées à se développer énormément. Donc d'un point de vue efficacité, c'est vrai que c'est plus utile d'aider la Chine à se décarboner. D'un point de vue développement, on peut quand même espérer aider certains pays qui n'ont aujourd'hui pas du tout un niveau de vie satisfaisant. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste du Fonds vert, mais si j'ai bien compris, c'est pour les pays en développement, c'est pas pour décarboner la Chine, c'est pour aider les pays qui ne sont pas du tout émetteurs et qui risquent d'avoir des difficultés à s'adapter. Donc c'est vraiment en lien avec le développement. Hein. La Chine, elle fait encore partie des pays... Non, maintenant elle est classée dans les émergents, donc elle n'est pas classée dans... Enfin, c'est pas la même catégorie, hein, donc c'est pas les pays en développement, enfin bon, c'est toujours un peu... Il y a plusieurs catégories, et il y a vraiment les pays développés, les pays émergents, comme les Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis il y a les pays en développement qui sont les pays... toute une gamme de pays qui, eux, sont loin derrière au niveau des émissions, donc c'est beaucoup plus pour aider dans le développement et aider à lutter contre les effets du réchauffement climatique. Par exemple, dans les impacts sur l'agriculture, on prévoit plutôt, un monde avec un peu plus de CO2 peut aider la productivité des plantes, mais c'est vrai plutôt dans les latitudes nord que dans les latitudes tropiques, systématiquement, c'est plutôt une diminution de la production agricole. Donc il va peut-être falloir les aider à avoir des plantes plus adaptées, à avoir une agriculture qui soit plus efficace que ce qu'elle est actuellement pour justement limiter les risques. Donc il y a des questions de barrage, voilà, un certain nombre mais aussi les digues contre l'élévation du niveau de la mer. Il peut y avoir pas mal de questions pour limiter les risques, parce que je pense que moi j'ai compris, c'était vraiment vis-à-vis des pays en développement, parce qu'il y a quand même c'est quand même un groupe qui risque d'être, c'est quand même un gros groupe dans les Nations Unies, et qui risque d'être fortement impacté alors qu'il y est pour rien. C'est pas eux qui ont émis, donc il y a une responsabilité des pays développés vis-à-vis des pays en développement. Il y a aussi les pays insulaires, ça c'est une autre catégorie, parce qu'il y a des îles, par exemple Tuvalu, qui est une île au niveau de la mer, 11 000 habitants, et ils ont un plan de migration pour évacuer l'île, hein. C'est-à-dire à terme, l'île devrait disparaître. Donc il y a quand même ça pose beaucoup de problèmes à un certain nombre de pays. Hein. Concernant la transition énergétique, vu du point de vue des entreprises, est-ce que vous pensez que les entreprises ne sont pas bloquées par l'intérêt économique? Est-ce que, voilà, vous aviez parlé en termes de transition énergétique de réglementation, vous êtes obligé de réagir, sans doute un outil marketing aussi, c'est une image, c'est aussi une façon de réduire les coûts en réduisant les consommations. Mais est-ce qu'au-delà de ça, on n'est pas finalement mené à un obstacle qui est on veut faire de l'argent au bout d'un moment, donc on va pas
on ne va pas pouvoir être de grands responsables en termes d'environnement. Et est-ce que sans un vrai changement de paradigme, on peut finalement faire quelque chose? La dimension économique est importante dans une entreprise, et donc dans une industrie évidemment. Je pense pas qu'il faille opposer en fait mesures environnementales et économiques. L'angle d'attaque de beaucoup d'industriels qui se portent extrêmement bien et d'utiliser plutôt les impacts environnementaux comme un levier de croissance et de développement et d'innovation. Là, je suis extrêmement sérieux sur le sujet. Je pense que plutôt que de les vivre comme une contrainte, même si, comme le disait Sylvie, les réglementations sont un moyen de coercitif, mais qui est un moyen de aussi faire avancer l'évolution des sociétés. Et là, je parle bien de société, je ne parle même pas de l'industrie en général. L'autre angle d'attaque est plutôt de voir les effets environnementaux comme un levier de croissance des entreprises. Et là, croyez-moi, alors, je ne peux pas dire que toutes les entreprises vont partager dans leur politique ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas forcément des cas isolés. Et si vous vous renseignez un peu sur les chartes qu'il y a dans les différentes entreprises, ce ne sont pas... moi, je peux parler du cas ainsi, vu que c'est notre groupe, on ne prend vraiment pas à la légère. Mais vraiment pas. La dimension économique est une chose, la dimension sociétale, vous savez qu'il y a la partie RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui est vraiment une dimension, en tout cas chez nous, chez Vinci, une dimension très importante. On aurait été chef d'entreprise pendant plusieurs années, l'une des entreprises du groupe, on ne prenait vraiment pas ça à la légère, et je ne pense pas qu'on soit le seul groupe à le faire. Donc ce que je veux dire, c'est que la dimension économique est une chose. Maintenant, l'opposer à la dimension environnementale, je pense que c'est une passerelle qui est, en tout cas chez nous, qui n'est pas la qualité, c'est surtout pas opposé. Bonsoir. J'aurais une question pour chacun de vous. Donc, moi, je vais commencer par le fait que dans les pays, dans un pays comme la France, par exemple au nord de la France, il y a des gros problèmes d'isolation thermique. Est-ce que justement, ça, c'est pas un levier incroyable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Donc, j'ai été 1 an à la ville de Lille, et je savais, quand on faisait des performances énergétiques, que quand on tombait sur un appart qui avait en GRS qui est à D, c'est qu'on avait déjà de la chance. Donc, j'aimerais savoir est-ce que Vinci Énergie se positionne justement sur ces chantiers-là, et quel est votre ressenti par rapport à ce secteur? Alors, sur cette thématique-là, qui n'est pas pour le coup propre à l'industrie, mais qui est valable en fait à tout l'habitat de manière générale. Alors, les usines, c'est une chose, mais l'habitat individuel ou l'habitat collectif, c'est une autre. Alors, pour l'habitat individuel, je ne peux pas spécialement en parler, parce qu'on ne construit pas les maisons, voilà, on ne construit pas un constructeur de maisons. Par contre, les immeubles de bureaux, voilà, ça, les ouvrages de manière générale. C'est sûr que la thématique d'isolation, j'ai peut-être pas suffisamment aussi appuyé dessus, et je vous remercie pour la question parce que ça me permet d'en parler. C'est un vrai enjeu. Quand je dis qu'on utilise mieux l'énergie qu'on consomme, l'isolation, par exemple, l'isolation thermique, c'est un vrai sujet. Alors vous savez qu'il y a la RT 2012, je pense que ça doit, j'espère qu'on vous en parle à l'ENSA, je ne doute pas. La RT 2012, il y a de vrais enjeux, et notamment on parle des bâtiments à énergie positive, voire même des usines à énergie positive, donc ils soient capables de produire leur propre énergie, voire même mieux, on en revient au smart grid, de rediffuser de l'énergie, de distribuer de l'énergie, de vendre de l'énergie autour de soi, c'est un véritable enjeu, et c'est une vraie dynamique actuellement qui est menée. Donc on est totalement impliqué en fait dans le sujet. J'attire juste votre attention, juste pour faire une petite continuité sur notre question des smartphones.
Et pour revenir sur la remarque que vous avez dit tout à l'heure sur la production d'énergie qui est valable pour tout sujet doit être analysé de manière globale parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Sur le fait d'un bâtiment à énergie positive, ou un bâtiment BBC, est-ce que vous connaissez l'impact que ça va avoir, pour vous, à l'exception du monsieur qui est là-bas? Pardon? J'ai pas entendu, je vous entends. Exactement, c'est-à-dire que la 3G, la 4G, pour le coup, si vous êtes sur Internet, qui marche potentiellement peut-être bien dans ce bâtiment pour la bonne et simple raison, sans faire de secteur à l'ENSAM, qui peut-être pas très bien isolé, enfin je veux pas dire ça. L'avantage qu'il a, c'est que vu qu'il est perméable, enfin d'une certaine manière perméable à la chaleur, il est perméable aux ondes. La problématique qu'on va avoir avec les bâtiments BBC, enfin BBC T2012, c'est que pour le coup, ce sont des bâtiments qui sont imperméables thermiquement, donc ça c'est génial, énergétiquement c'est génial, juste pour votre petit confort, notre confort de vie, il faut savoir que ceci est imperméable aux ondes. Donc ça oblige les CEPA à mettre des réseaux Wi-Fi dans les habitations, machin. Donc, à tout problème, on peut toujours trouver une solution. C'est plutôt ça qu'il faut regarder en tant qu'ingénieur. Règle d'or, à tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça, en tout cas, c'est ma doctrine tous les matins quand je me lève. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et sinon, c'est qu'il y a une solution et je la trouverai. Mais il faut savoir, voilà, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a d'autres impacts qui vont aussi être à prendre en compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour le groupe Vinci et Vinci Énergie, l'isolation de l'habitat est une vertu qui est capitale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est un vrai enjeu. Et du coup, j'avais une question pour Cécile aussi. J'ai toujours eu un problème avec tout ce qui était solution de type global, parce que j'ai toujours pensé qu'elles étaient fortes avec les faibles et les faibles avec les forts. Parce que pour prendre le cas de la Chine et des États-Unis, maintenant on dit que la Chine est le premier pollueur, mais est-ce que c'est vraiment étonnant que 21% de la population mondiale pollue pour 22%? Et est-ce que c'est justement pas à blâmer le fait que les États-Unis, qui sont 6% de la population, ils en polluent pour 25%? Et ensuite, ce que j'allais dire, est-ce que vous n'avez pas peur que dans le contexte international qui est fait de droit et qui est plutôt un droit qui est tourné à l'anglo-saxonne, justement qu'on n'essaie pas de contourner la COP21 et qu'on se retrouve avec la Chine qui va aller produire en Birmanie ou au Bangladesh, ou alors que les États-Unis, le jeu va se passer par les multinationales maintenant qui iront un peu partout et qui au final va annuler l'effort qu'on aura décidé sur la COP21. Est-ce que vous ne craignez pas que ça se passe comme ça? Alors, sur le premier point, en fait, il y a, dans les bilans carbone, ce qui est regardé, c'est à la fois le total, émis, mais aussi par habitant. Par habitant, donc là, il est clair que les États-Unis continuent à être celui qui émet le plus par habitant. Hein. On est en tonnes de CO2, ils sont autour de 16 tonnes de CO2 par habitant, l'Europe a autour de 7, la Chine 7,2, enfin c'est à peu près même en demandeur. Au niveau mondial, on est à 5, donc les États-Unis, par rapport à la zone, sont 3 fois plus élevés par habitant. Donc il y a quand même une responsabilité des États-Unis et il y a de la marge. Quand on va aux États-Unis, on voit qu'il y a vraiment de la marge. Effectivement, ils ont à diminuer par habitant. Donc, après, le chiffre de 25% que j'ai donné, c'est le chiffre cumulé depuis le début de l'industrialisation. Il y a un effet d'accumulation. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on regarde, bon là j'avais pas de présentation, mais les courbes, la Chine là, augmente très fortement, mais si on regarde intégré, on a évidemment une quote-part importante de l'Europe et des États-Unis. Après, est-ce qu'il y en a du coup qui vont tirer les marrons du feu, qui vont essayer de contourner très probablement. Je ne suis pas sûre qu'ils aient besoin d'ailleurs de la question de l'effet de serre pour contourner, pour aller produire là où c'est moins cher, parce que la Chine va avoir, en se développant, la même problématique que les pays développés, d'essayer de produire moins cher. Donc, même indépendamment de la question des effets de serre, cette question, elle arrive.
et qu'il y en a qui essayent de contourner, très probablement. Mais quand même, on peut espérer qu'il y aura quand même un effet premier qui sera Alors, Monsieur Robo, un impératif. Donc, je pense qu'on va clore ici. Je tiens vraiment à vous remercier très sincèrement pour votre présence ici et pour votre intervention. Je crois que c'est profitable à tout le monde. Et donc voilà. Merci pour votre présence. Merci pour votre intervention. Si vous avez encore des questions à poser, c'est notamment une question, vous pouvez les poser à Sylvie qui sera en deuxième Donc, sachez que moi, pour le coup, je ne peux pas rester parce que j'ai un TGV dans un truc, donc je vais me dépêcher vers Lyon. Par contre, il y a Juliane qui est juste devant, Juliane Citroclevé, qui est l'une de nos ingénieurs électriciens énergétiques. Donc, si pour le coup, vous avez des questions concernant la partie industrielle, Juliane, pour le coup, ça fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, tant mieux. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Au revoir.